Bienvenue à votre émission hebdomadaire de cette semaine dans Dautré. Les sujets qui ont retenu notre attention sont une interview par Zoom avec Yves Perron, les conseils de Bercéville et de Saint-Culbert. Nous avons également eu Danny Saint-Pierre qui nous parlait de 28 jours sans alcool. Et nous avons une capsule expliquant les règles du jeu Donjon Dragon. Bonne écoute! À partir du 26 janvier, tu as beaucoup de pain sur la planche. Comment tu vois la prochaine session? Ben écoute, beaucoup de pain sur la planche, la vigilance. On a eu une grosse session à l'automne. Hein. Ça a été les doubles responsabilités, là, ça a été très chargé. On va voir la suite des choses, entre autres pour la loi sur l'application du budget, OK. qui a pas été adoptée avant les fêtes, qui doit être adoptée. Cette loi-là, vous savez que nous, on a dénoncé des éléments majeurs là-dedans, entre autres le fait que ça donne le droit à n'importe quel ministre de suspendre l'application de n'importe quelle loi, sauf le code criminel, sous prétexte d'innovation. On trouve que c'est très, très dangereux. OK. Ça nous inquiète beaucoup. Donc, on a beaucoup de travail là, dans les amendements en comité à faire là-dessus. OK. Et je ne serais pas surpris qu'en bout de piste, on se trouve à voter contre cette loi-là. Au-delà des votes de confiance, Daniel, il est possible aussi que le gouvernement Carney décide de déclencher une élection. Il y aura plusieurs partiels. Il y a eu quelques départs. Mme Freeland, la dernière en liste. Sinon, il y a quelques anciens ministres là, qui risquent de partir bientôt. Puis M. Carney, des chums, lui, qui veut placer là, dans des comtés sûrs pour les amener au cabinet avec lui. Okay. Alors, il ne serait pas impossible qu'on se retrouve en élection au printemps. Tout est possible dans oui. un contexte Donc, de gouvernement minoritaire. Et à l'inverse, il est possible aussi qu'il y a d'autres transfuges des conservateurs vers les libéraux qui leur donnent une majorité qui pourrait durer quelques années. On ne sait pas. On est devant l'imprévisible. Et notre campagne de financement 2025 a été très bien. On a encore battu tous les records. Et c'est sûr qu'on a moins d'argent que les autres formations pan-canadiennes, mais on a suffisamment d'argent pour faire une campagne solide et digne de ce nom. Puis nous, on reniera pas nos principes ou nos convictions pour ne pas aller en élection. Ça, vous ne nous verrez pas faire ça. Ce que le NPD ou les conservateurs peuvent faire, parfois, nous, on ne fera pas ça. C'est le NPD qui est plus en position. On va affronter la musique. C'est ça, c'est le NPD qui est un petit peu plus en position de fragilité, ayant plus de chef, puis ayant des problèmes de fonds dans leur caisse. Des fois, ça va se régler bientôt, là, Daniel. Leur course à la chefferie, je ne me souviens pas c'est quoi l'échéancier. Je pense que c'est début avril. Là. Sous toute réserve, ça se peut que je me trompe de date, mais ils vont avoir un chef bientôt. Il y a les conservateurs aussi, un vote de confiance autour du 30 janvier pour Poilievre. Il est possible qu'après ce vote-là, moi, je pense que M. Poilievre va demeurer en poste, mais il va être un peu affaibli. Il est possible que Carney veuille profiter de ça et se dépêcher d'aller en élection. Peut-être les transfuges, je parlais de possibilité de transfuges conservateurs tantôt, peut-être ce serait plus après ce vote de confiance-là qu'il pourrait avoir quelques transfuges supplémentaires, puis un déclencheur. Je sais pas, tu sais, c'est intéressant de dire, il peut se passer ça, il peut se passer ça, mais tu sais, dans le fond, on ne sait pas pantoute. Non, je suis d'accord. C'est toujours être sur le qui-vive. Et tantôt, tu as parlé d'élections, c'est d'accord, on va terminer avec ce point-là. C'est sûr qu'au Québec, à moins de changements, on a des élections en octobre, mais ça peut arriver en fait, c'est les élections à date fixe. Je pense que c'est inévitable. Il pourrait avoir des élections avant. Oui. Mais au plus tard, en octobre, on est en élection. Donc, on peut parler d'une implication toujours du Bloc québécois qui s'associe avec le Parti québécois. Vous avez toujours eu des affinités et tout ça. Vous allez toujours vous impliquer. Ça va être un autre domaine, mais ça peut être une partie importante cette année de cette implication-là. Là. Absolument. Puis moi, on va suivre avec attention aussi la nomination des différentes candidatures dans chacune des circonscriptions, parce que là, il y a beaucoup de monde intéressé, évidemment, avec les sondages qu'on a. Il va y avoir beaucoup de belles candidatures de qualité. Puis je pense que les Québécoises, les Québécois vont pouvoir se choisir un gouvernement de grande qualité. Puis nous, ça a toujours été, on est la même famille. On est deux partis politiques indépendants l'un de l'autre. Mais on se parle régulièrement, on aligne nos flûtes, puis l'idée, c'est qu'on veut l'indépendance du Québec, tous les deux. Fait que nous, c'est clair que dans une campagne électorale au Québec, on est aux côtés du Parti québécois, puis on va les soutenir du mieux qu'on peut.
Et à chaque fois que notre présence sera souhaitée, on sera là. Ça, c'est très, très, très clair. Puis au local aussi, là, moi, dans mes 2, 3 circonscriptions maintenant, parce que je couvre une partie de l'Assomption, je serai présent, là, puis je vais aller essayer de convaincre les gens que c'est le temps de se donner un gouvernement indépendantiste puis de faire le grand saut. Là. Bon, ben je te remercie beaucoup, Yves. C'était très apprécié, cette entrevue. On va se revoir à partir du mois de janvier. On te laisse encore quelques jours de repos, malgré que c'est toujours du repos relatif, là, quand on est député. On se revoit en janvier, puis on se reparle possiblement au début février pour parler des événements qui sont passés à la Chambre des communes. Justement, du départ fracassant, en tout cas, c'était assez particulier, le départ de Stephen Guilbeault. Au niveau du gouvernement, parce que, bon, il n'était plus à l'environnement, mais il était quand même l'espèce de porte-étendard de l'environnement, le cautionnaire pour l'environnement au Canada. Et là, il a décidé que c'était assez, puis je ne dirais pas qu'il a pris sur lui, mais il a fait un départ quand même fracassant, puis il a fait beaucoup d'interventions, là, beaucoup d'analystes politiques disaient il joue avec le feu, à un moment donné, il va se faire mettre dehors, mais ça s'est pas réalisé. Comment vous avez vécu ça, vous autres? Est-ce que vous le sentiez que c'était pour arriver, que Guilbeault était comme frustré, puis que ça marchait plus, là? Écoute, la veille, il disait à la période de questions, qu'est-ce que tu fais assis encore là, avec les convictions que tu as? Mais, parce qu'on s'apprécie quand même comme personne. Ouais, c'est sûr qu'il a sûrement vécu des moments difficiles. Moi, je salue son départ, premièrement, parce que c'est pas facile, hein, quitter un poste comme ça en cours de mandat. Mais à un moment donné, il faut rester cohérent aussi, parce que M. Carney, malgré le fait qu'il est arrivé avec une image de promoteur de l'environnement, hein, il a déjà été à l'ONU sur ces sujets-là. Il arrive, puis il est en train de tout scraper ce que M. Guilbeault a réussi de peine et de misère dans le contexte canadien pétrolier là, à mettre en place. Il faut dire que le ministre Guilbeault a approuvé le développement de nouveaux gisements pétroliers dans la baie du Nord, des choses comme ça. Il a avalé beaucoup de couleuvres, là. Mais par en dessous, puis de façon plus subtile, il réussissait à mettre des mesures qui allaient fonctionner, la taxe carbone, des plafonds d'émissions, le règlement sur l'électricité propre, que pour avoir une électricité qui, je dis propre, il ne faut pas qu'elle soit produite avec des produits dérivés du pétrole et ainsi de suite. Puis là, ben, Carney a tout enlevé ça du jour au lendemain. Donc, à un moment donné, tu te dis là, on se sert de mon image comme d'une caution environnementale, mais dans le fond, on me rit d'en face. Fait qu'il n'y avait comme pas le choix de partir à un moment donné pour rester intègre. Je pense qu'il a fait la bonne chose. Seulement, ce qui est particulier là-dedans, puis tu l'as nommé, c'est le temps que ça dure, puis qu'il reste là. Il dit, moi, je démissionne, mais je démissionne pas. Je suis encore un député libéral, peut-être parce qu'ils sont minoritaires puis qu'ils manquent des votes puis qu'ils veulent le garder. Moi, je pense que c'est seulement ça. Si on avait un vrai gouvernement majoritaire, soit il aurait démissionné complètement, soit il aurait été expulsé du caucus. Parce que ses déclarations, il est allé fort, là. Puis c'est correct. Oui. Nous, on les appréciait, ces dernières déclarations. Il y a eu un courage politique. Si M. Guilbeault était indépendantiste, il serait venu que nous autres, j'ai l'impression, là. Oui. Mais l'enjeu, c'est que là, tu peux pas dire je démissionne, mais critiquer toujours ta gang puis rester dans la gang. À un moment donné, ça ne marche pas. On voit que là, il y a un manque de contrôle sur le caucus. Il y a quelque chose qui se passe dans le Parti libéral. Moi, je pense qu'on peut voir de nouvelles frictions parce que c'est les libéraux, les élus libéraux qui étaient là dans le temps de Trudeau. Ce n'est pas des conservateurs. Là. Fait que ces gens-là, ils voient que leur parti est devenu adopte des politiques conservatrices. Ben, tu sais, comme nous, on se plaint souvent que là, en plus, avec les libéraux, on a des gros déficits. Avec les conservateurs, on a des coupures partout puis de la restriction. Là, on a comme les deux en même temps. Les gros déficits des libéraux puis les coupures par-dessus. Comme tu dis, voyons, on ne peut pas n'avoir que les inconvénients. Ben, je me mets à la place d'un député libéral qui est un vrai libéral, qui se voit devenir un appuyeur de propositions conservatrices. Ben, c'est sûr que ça doit être difficile, là, dans le sens des convictions. Voilà, fait que on verra pour la suite. Là. Pour l'instant, ils sont en recrutement dans la gang des conservateurs. On verra comment ça va finir, cette histoire-là, mais c'est clair que M. Guilbeault, il n'y a pas une grande carrière politique qui l'attend à Ottawa. C'est ça. Puis là, il était ministre du patrimoine, il était remplacé par Miller. Il y a le ministre du patrimoine, puis il y avait un petit bout là, de... Je ne me souviens plus comment il appelait ça, là.
qui gardait une portion de l'environnement quand même. Là. De la nature, il y avait quelque chose avec la nature. Mais là, quand c'était la nomination de M. Miller, ça a créé encore beaucoup de remous, surtout au Canada. Là, pas au Canada, au Québec, excuse-moi. Il y a eu des interventions partout. Toi, tu l'as déjà côtoyé, ce M. Miller-là. Est-ce que tu trouvais que c'était justifié, les interventions qu'on a faites concernant... C'est un monsieur qui dans le privé, c'est un gars qui est assez sympathique. Moi, il m'a déjà réglé un problème d'immigration. J'avais quelqu'un vraiment mal pris à l'étranger, là. Puis en dedans d'une semaine, ça a été réglé. Fait que, le contact direct que j'ai eu avec, c'était correct. Sauf que c'est clairement pas un amant de la langue française. Puis il y a un petit côté baveux quand il répond. Puis quand... baveux, tu sais, on sent parfois même un peu de mépris, là. Donc, c'est sûr que c'est pas le ministre idéal pour ça, mais tu sais, Carney, il s'en sac pas mal. Fait que ça a créé de la controverse, c'est sûr. Nous, de toute façon, tant qu'un ministre fédéral du patrimoine, ça sera jamais adéquat. Nous, ce qu'on pense, c'est que le Québec devrait être indépendant et gérer sa culture et son avenir. Tu sais, peu importe qui on va mettre là. Mais c'est un personnage qui est controversé, effectivement, puis ça a donné... lieu à quelques déclarations un petit peu trop fortes. Là, il y a eu des ajustements par la suite, là, entre autres du Parti québécois à Québec. Là. Je pense que ça s'est estompé, c'est correct maintenant, mais il faut faire attention là-dessus parce que les gens font avec le régime fédéral dans lequel on est, puis ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons et qu'ils ne croient pas à l'avenir du Québec non plus. Mais c'est des situations comme ça, c'est des petits exemples qui nous montrent que, maudit que ce serait plus simple si on gérait nous-mêmes nos affaires. Je comprends. Je suis d'accord. 2026, ça va être une belle grosse année pour ça. C'est le temps de se décider. Là. C'est ça. C'est justement. Et le dernier point, je te parle justement, c'est M. Wiseman là, qui a été nommé comme ambassadeur aux États-Unis. Il va avoir le gros défi, on sait, pas de la gestion, de la gestion de l'offre, oui, là, mais dans le sens qu'il va avoir le renouvellement de l'accord États-Unis, Canada, Mexique. Et lui, il est contre la gestion de l'offre, malgré que les libéraux ont voté une loi, si je me souviens bien, qui fait que ça protège la gestion de l'offre avec le Canada. Comment tu vis ça? Parce que je sais que tu es encore en agriculture, c'est important. Oui. Bien, la loi sur la gestion de l'offre, c'est ma loi. Là. C'est moi qui l'ai portée pendant 6 ans. Donc, on a réussi à le faire adopter par le gouvernement libéral. On est bien content. Mais c'est sûr qu'on veut que ça soit respecté. Wiseman, c'est inquiétant parce que, oui, il s'est déjà prononcé clairement contre. Donc, est-ce qu'il va vraiment la défendre? Puis au-delà de ça, Wiseman, c'est aussi un des conseillers qui a déjà dit il faut que le Canada ait 100 millions d'habitants le plus rapidement possible, même si le Québec jappe. Écoute, c'était un mauvais rappel de Johnny MacDonald quand il avait pendu Louis Riel, puis il avait dit même si tous les chiens du Québec aboient, on va pendre Riel, là. Hein? On fait dire ça, des affaires de méprisants, des commentaires méprisants comme ceux-là, ça choque. Puis, tu sais, il y a quelques instants, tu parlais d'indépendance du Québec pour se représenter nous-mêmes. C'est ce gars-là qui va parler pour nous autres, là, aux États-Unis. Oui, je comprends. Pensez 2 minutes, là. C'est Donc, pas une belle représentation. Il est temps qu'on soit là nous-mêmes. Là. Ça va être un gros dossier à suivre. Donc, on se reparle sur d'autres sujets. Et cette fois-ci, Yves, si tu es d'accord, on va parler international parce que veux pas, il s'est passé beaucoup de choses durant la période des fêtes. C'est rare que de décembre à janvier, c'est aussi actif, mais on a quand même des péripéties. On vit quelque chose assez spécial de ce temps-ci. Je vais te revenir premièrement sur l'Ukraine. Je sais que le premier ministre, le président de l'Ukraine est passé à Halifax avant d'aller voir Donald Trump. Donc, il y a encore la présence canadienne. On a encore donné des sous. Et je pense que c'est important, cette présence-là du Canada face à Donald Trump et en association avec l'Europe. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est sûr que la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui est atroce, qui est totalement injuste, qui dure déjà depuis trop longtemps. Puis nous, on a toujours prôné la défense de la démocratie, puis de dénoncer haut et fort une invasion militaire par un pays étranger. Puis ça, on ne changera pas de position. Et on espère, là, avec l'arrivée du président Trump, la donne a changé. Là. Il est en train presque de les forcer à donner des territoires. Je trouve ça bien dommage, mais on espère un dénouement heureux pour les Ukrainiens. Puis bien sûr, il faut être là jusqu'à la fin. Là. Est-ce qu'à ce niveau-là, en tant que toi, whip du parti, des choses comme ça, puis M. Blanchet, êtes-vous au courant un petit peu de qu'est-ce qui se passe, ou vous êtes comme nous autres, vous êtes des spectateurs, que vous écoutez les nouvelles, puis vous dites, bon, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ou vous avez plus d'informations?
Ouais. Il y a des discussions sporadiques qui se font entre les chefs, mais de façon générale, je vous dirais que actuellement, Carney n'est pas le premier ministre qui consulte le plus, là. OK, OK. Ouais, c'est Mais ça. on se retrouve avec... on a eu cette semaine la confirmation que Chrystia Freeland quitterait. Je pense que c'était des négociations qui ont été faites au Parlement parce qu'elle était rendue députée comme à temps partiel, comme tu dis, pour que ça soit officialisé, qu'elle s'en va comme conseillère en économie pour justement M. Zelensky, là, qui est le président de l'Ukraine. Ça, c'était une des choses, je pense qu'il y a eu des tractations là, durant le temps des fêtes pour dire, à un moment En donné, il faut fait, que ça se règle, là. ouais, en fait, on a fait pression un peu parce que là, moi, j'ai beaucoup de respect pour Mme Freeland. Là, c'est pas, la question n'est pas là. C'est juste que là, est-ce que tu es député ou tu travailles pour un autre pays? À un moment donné, tu peux accumuler des titres puis des nominations. Elle était déjà conseillère pour l'Ukraine pour le premier ministre. Là, elle devient conseillère en développement économique pour le président ukrainien. Maintenant, député, c'est parce que c'est pas une job à temps partiel, là. Je pense pas que les gens dans cette circonscription l'ont vu souvent. Puis ça, je trouve ça déplorable. Vous savez, il y a deux types de députés, hein. Il y a des gens qui se font élire un peu parachutés juste pour avoir un siège, pour pouvoir être ministre puis faire d'autres choses, puis ils vont jamais dans leur circonscription. Puis il y a des gens plus comme moi qui croient dans la représentativité puis dans le contact avec les gens pour bien les représenter par la suite. Parce que pour parler pour une population, il faut que tu les connaisses, ces gens-là. Donc, c'est un peu dans cette ligne-là que nous, on avait réagi, mais on avait dit, écoutez, bravo, Mme Freeland, belle nomination, mais là, il va falloir que vous fassiez un choix parce que vos électeurs, ils ont le droit d'avoir un député qui travaille pour eux puis qui est présent, là. C'était ça, puis c'était pas une attaque personnelle ou quoi que ce soit, c'était juste comme un constat froid. Et dans la même journée, elle a annoncé qu'elle allait quitter, là, incessamment, là. Dernier point, je vais t'amener un petit peu sur le Venezuela. Je pense qu'on assiste en spectateur à ce qui se passe au Ouais. Venezuela, puis même encore aujourd'hui, là, qu'est-ce que je voyais, là, c'était le Groenland aussi, là, les intentions. À ce niveau-là, le Canada, on sait qu'il est souverain, mais on n'a pas, on peut pas réagir, là. C'est assez particulier, là, qu'est-ce qui se passe au niveau Ben, international, puis on est Canadiens, de l'autre bord, on regarde ça, puis on se dit, ça va-tu nous arriver? Je sais pas, là, comment vous vivez ça, vous autres, hein? faut pas tomber là-dedans, je pense, Daniel, là. Tu sais, c'est un cas extrême. Par contre, c'est inquiétant, c'est clair. Le Venezuela, tu sais, c'est un régime qui posait beaucoup de questions, hein, qu'on avait déjà condamnées. Mais il y a des façons d'agir quand c'est un pays indépendant par les organisations internationales de l'ONU. On peut voter des mesures, on peut même idéalement, éventuellement en amener des forces armées, mais ça doit se faire de façon concertée avec les institutions internationales dans le respect du droit international. Et c'est là qu'est tout l'enjeu, et c'est la réaction du chef Yves-François Blanchet était dans ce sens-là, à dire que le gouvernement vénézuélien, il y a quelque chose de positif peut-être là-dedans pour les citoyennes du Venezuela. Puis d'ailleurs, la diaspora qui est ici au pays a réagi, je pense, assez favorablement à ça. Sauf que c'est quand même, ça ressemble à un coup d'État pas mal, hein? Ouais. On est allé chercher le président, là, puis là, on va le traîner devant les tribunaux aux États-Unis. Alors, on s'abroge des lois, on s'abroge des droits qui sont très, très, très importants. Et quand après ça, on va menacer, on va reprendre le contrôle du canal de Panama, on va prendre possession du Groenland, là, ça veut dire qu'on commence à penser qu'il peut agir pour vrai. Et là, ça devient très inquiétant. Puis c'est dans le contexte international dans lequel on se trouve, quand un pays étranger comme ça décide de s'ingérer avec son armée dans un autre pays pour aller prendre le contrôle du gouvernement, ça ouvre la porte aussi aux autres belligérants. Est-ce que ça va continuer à justifier Israël pour le massacre qui se déroule à Gaza présentement? Ouais. Là, je fais la mise au point. On a toujours condamné les attaques terroristes qui avaient déclenché ce combat-là, mais ce qui se passe actuellement n'a pas de bon sens non plus. Fait que dans les deux sens, est-ce que ça va justifier la Chine de rentrer dans Taïwan? Est-ce que les Russes se sentent plus justifiés de rester en Ukraine malgré le fait qu'ils ont dénoncé les actions de Trump? Tout ça lève des incertitudes. Et c'est inquiétant. C'est sûr que c'est. Mais il ne faut pas paniquer, il faut rester calme. Mais en même temps, on est dans une drôle de période au niveau mondial, je te dirais. Et on va voir pour la suite, mais nous, nos positions vont toujours rester très claires. Puis, on n'a pas à s'ingérer dans les politiques de notre pays. Par contre, on doit participer activement aux institutions internationales
qui peuvent protéger la paix dans le monde puis la sécurité. Puis moi, ça m'inquiète beaucoup de voir le président Trump aller s'approprier les ressources pétrolières comme ça d'un autre pays du jour au lendemain, en une seule journée. Ça soulève des questions, mettons. Parce que disons que les analystes, qu'est-ce qu'on a entendu, peut-être, je ne sais pas ce que tu entends, mais tu sais, justement, tantôt, tu en as parlé avec l'Alberta qui a signé des ententes pour des pipelines, puis tout ça, mais que du jour au lendemain, une partie de notre économie canadienne aussi aurait des problèmes, parce que s'ils n'ont plus besoin du pétrole canadien, ça peut créer un déficit pour nous, là, d'autres problématiques. Ouais, je pense pas que ça aille jusqu'à ce qu'il y renonce. Ça va être plus pour de l'enrichissement, là. Mais c'est sûr que ça peut avoir des impacts secondaires. Va falloir être bien attentif dans cette situation-là. Et c'est préoccupant, mettons. C'est ça. Parce que je sais que par le passé, tu t'es promené, tu as fait des interventions à l'extérieur du pays, tu as représenté. Oui. Est-ce que, encore là, tu penses que le Canada est bien vu? Est-ce que tu penses qu'on est écouté ou on est compris dans ce qui se passe? Moins qu'à l'époque, tu sais, je te parlais de Mulroney dans un autre sujet, moins qu'à l'époque de Mulroney, là, tu sais, on est en train de rétablir un peu, mais oui, généralement, on a une position qui est assez favorable. C'est quand tu parles de voyage à l'étranger, c'est quand j'étais à l'Association Canada-Chine, là, je représentais parfois là, en Asie, dans les panels internationaux. Puis la position qu'on avait, c'était que ça nous permettait, nous, de tenir tête à la délégation de Russie, à la délégation de la Chine, sans avoir peur de représailles, parce que les petits pays voisins de la Chine, eux, peut-être, ils sont bien contents quand nous, on parle, mais eux, ils n'osent pas fronter directement la délégation parce qu'ils ont peur d'avoir des représailles par la suite de ça. Là, que c'est pas évident. En tout cas, ça va être un autre dossier à suivre en 2026, je pense. On pourrait écrire un roman à la fin. Là, je pense que les romans fiction, des fois, on pense que ça se passera pas, mais c'est des choses... La réalité va dépasser la fiction. C'est ça, exactement. On va se reporter comme au 31. C'est quoi, la session a fini le 15-20 décembre? Le 12. Le 12. On a terminé. Okay. En fait, le 11, ça a fini. Bon, ça a fini. Mais ça devait terminer le 12, oui. Bon, donc la session a terminé le 12, mais on ne s'était pas parlé depuis ce temps-là. Il y a eu quand même beaucoup de rebondissements depuis depuis le mois d'octobre et le mois de décembre. Si tu es d'accord, moi, je commencerai par parler de budget. On a eu le premier dépôt du budget du gouvernement Carney. Je sais que tu as fait des sorties par rapport à ça. Mais c'était un trailer jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute. Il va-tu passer, passeras-tu pas, on s'en va-tu en élection? Peux-tu nous parler un petit peu de ces événements-là? En fait, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir avec les NPD qui ne sont pas reconnus et très désorganisés. Et les libéraux, de toute évidence, ne leur ont pas fait confiance pour la suite des choses. Donc, ça s'est partagé. Certains députés NPD ont voté contre. Puis certains se sont abstenus pour laisser passer le budget. Il y a Mme May du Parti vert qui a finalement voté pour le budget, qui s'est fait jouer un méchant tour parce que quelques semaines après, quelques jours à peine plus tard, Carney annonçait un nouvel oléoduc en Alberta. Donc, je pense pas que ça se reproduise. Et il y avait les fameux conservateurs cachés derrière les rideaux. Je ne sais pas si vous avez tous les images d'Infoman. C'est assez ridicule, merci. Alors, il y a juste le Bloc qui tient sa parole, puis qui tient... nous, on a dit, on vote dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. C'est ce qu'on a fait. Puis, si ça avait déclenché une élection, bien, ça aurait déclenché une élection. Mais nous, on n'est pas là pour ne pas déclencher ou déclencher. On est là pour protéger les intérêts de nos gens. Puis ce budget-là, il était néfaste pour le Québec parce que, entre autres, on a refusé de rembourser les 814 millions qu'on a donnés en cadeau avant l'élection. Ça, c'était une de nos demandes. On a refusé l'indexation, l'augmentation décente de la pension de vieillesse à partir de 65 ans, comme on le demande toujours. Puis ça fait 6 ans qu'on le demande, puis dans 2 ans, si on ne l'a pas donné encore, on va encore le demander. Là. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va lâcher. Là. On n'est pas là pour lâcher le monde. Et donc, nos demandes n'étaient pas rencontrées. De plus, il y a un déficit record de 78 milliards. Puis on essaie de le réduire par fumisterie en inventant une espèce de nouvelle comptabilité créative où on dit que les transferts aux provinces, c'est des investissements. C'est n'importe quoi, là. Pour avoir à la banque emprunter, ça te prend des actifs, là. Un investissement, ça prend un actif, c'est pas un actif. Donc, on essaie de berner la population là-dessus. Dans le fond, on se retrouve aussi avec des mesures environnementales qui sont pratiquement disparues totalement. La fameuse taxe carbone pour les citoyens, mais pas juste ça, tous les plafonnements des émissions. C'est ce qui a provoqué, en bout de piste, le départ du ministre de l'Environnement d'ailleurs.
Donc, nous, on ne pouvait pas voter pour ce budget-là là, en toute conscience. C'est pour ça qu'on y était opposés. Il a passé serré, mais il a passé. Il y a eu des transfuges aussi au niveau des conservateurs qui sont rendus libéraux. Est-ce que tu penses que c'est de l'opportunisme ou c'était vraiment des... tu sais, c'est des tractations qui se passent en coulisses, mais la personne qui, du jour au lendemain, devient conservateur, qui était conservateur, qui s'en va libéral, tu vois ça, vous voyez ça comment quand vous voyez ces événements-là? Moi, j'aurais bien misère à faire ça. C'est sûr que pour un bloquiste, tu sais, ça serait plus gros aussi, là. Ça serait vraiment de renier nos convictions. Je pense pas que ça se produise, là. On est là pour l'indépendance du Québec, fait qu'on n'ira pas dans une formation politique pan-canadienne. De conservateur à libéral, c'est sûr que le saut est un petit peu moins grand, surtout présentement, parce que, dans le fond, on va se le dire, Carney, c'est un conservateur. Ouais. Donc, il y a des politiques conservatrices. On est comme avec l'équivalent, si on se souvient de l'époque de Mulroney, d'un gouvernement progressiste conservateur. C'est un peu plus progressiste que les conservateurs qui sont. Donc, fait que là, on a un gouvernement progressiste conservateur, puis une opposition conservatrice. Fait que quand c'est le temps de se voter les pipelines, ils sont 300 sur 343 à dire oui, là. Fait que ça va pas bien, ça va pas bien à choc, comme dirait mon père. Fait que ça c'est un peu plus compréhensible que les députés se sentent à l'aise. Les députés conservateurs se sentent à l'aise parce que c'est les politiques qui viennent de leur formation politique que Carney applique. Mais encore, c'est quand même un gros changement. Puis pour les électeurs vont voter pour un député conservateur, puis se retrouvent avec un député libéral. Moi, je suis pas sûr que ça va passer le test des urnes. C'est quelque chose d'étrange dans notre système électoral parlementaire, c'est que dans Berthier-Masquinongé, c'est Yves Perron qui est élu. C'est pas le Bloc québécois. Yves Perron est affilié au Bloc québécois. Okay. Et si jamais demain matin, je décide que je deviens indépendant, je décide que je fonde un nouveau parti farfelu qui prône, je ne sais pas moi, de planter des fleurs partout, puis des tournesols à tous les coins de rue, ben, ça serait ça, tu sais. Puis les électeurs, ils n'ont pas de mot à dire avant la prochaine élection. Ça, c'est quand même assez étrange. C'est rare que ça arrive, mais dans le contexte actuel, je pense que Carney, qui est un homme d'affaires, il négocie en coulisses. Okay. Je ne veux pas non plus être trop sévère avec ces gens-là, mais moi, je le ferais pas, tu sais. Mais bon, regarde. Puis je comprends un peu. C'est un peu beaucoup à cause du chef aussi, hein, M. Poilievre. C'est ça, je t'ai pas dit, ça n'a pas changé. Je pense que Poilievre est revenu avec la même hargne, je vais dire le mot comme ça, mais... il est revenu, les 2 premières semaines étaient plus fins, mais ça s'est vite replacé. Tu sais, le naturel revient au galop. C'est un personnage qui est relativement toxique. Tu sais. Je pense que ces députés sont peut-être fatigués de ça aussi, là, de devoir toujours répéter les mêmes phrases. Là. Ça doit être assez aliénant. Là. Moi, je serais plus là. Tu sais. Entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable. Donc, Mme Fontaine. Alors, attendu que la Ville de Berthierville a signé le 21 mars 1991 une entente intermunicipale visant la fourniture d'eau potable à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. La dite entente était en vigueur pour une durée de 5 ans à compter de son approbation par le ministre des Affaires municipales et renouvelable automatiquement par des périodes successives de 5 ans, à moins qu'une des municipalités parties n'informe par écrit les autres de son intention à y mettre fin. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de cette entente, notamment en raison de l'évolution marquée des besoins respectifs de chacune des municipalités, attendu qu'il est nécessaire de revoir les capacités maximales de consommation, les méthodes de calcul, ainsi que les termes et conditions de la dite entente, afin qu'ils reflètent la situation actuelle, notamment celle générée par les divers développements résidentiels. Attendu qu'afin de mener à terme cette mise à jour, chaque municipalité doit répertorier l'ensemble de ses besoins sur son territoire, incluant les chambres de compteurs, de manière à assurer une répartition juste et équitable, ainsi que la fiabilité des équipements pour l'ensemble des parties. Attendu que la date de renouvellement de l'entente intermunicipale est prévue pour le 8 mai 2026, en conséquence, je propose de signifier formellement aux municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Saint-Ignace-de-Loyola l'intention de la Ville de Berthierville de mettre fin à l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable actuellement en vigueur, et ce, afin de procéder à la conclusion d'une nouvelle entente mise à jour. De proposer aux municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier
et de Saint-Ignace-de-Loyola, la prolongation de 6 mois de la période de renouvellement de l'entente intermunicipale actuellement en vigueur. De convoquer, dans des brefs délais, le comité intermunicipal relatif à la dite entente afin de déterminer et de compiler les données nécessaires à la mise à jour de l'entente, et ce, dans un souci d'équité, de transparence et de juste répartition entre les municipalités parties à l'entente. Merci. C'est appelé par M. Darvaux, merci. J'en appelle de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Vous comprendrez que je pense qu'on était vraiment dû à faire à revoir l'entente, étant donné que ça fait, on peut dire 35 ans, que cette entente-là n'a pas été revue. Donc, je pense que c'est une nécessité de revoir l'entente avec les municipalités environnantes. Oui, vous posez des questions? J'étais chez moi le mois passé, j'ai écouté le conseil comme ça, là, dans mon salon. Là, j'ai entendu parler de vente de l'aréna. Pouvez-vous développer? Bien, en réalité, il faut dire une chose, c'est que le conseil, il y a eu des discussions au niveau du conseil concernant l'aréna. C'est sûr et certain, quand on regarde ça, la situation, quand on analyse, parce que ça fait 2 ans, un gros 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Mettons, en 2024, on avait un déficit de 420 000 $ au niveau de l'aréna. Je parle de déficit, là, je ne parle pas d'opération. Fait que ce 420 000-là, lorsque le conseil, on a regardé ça, on dit, bon, 420 000, il faut faire quelque chose avec ça. En réalité, c'est une infrastructure qui devrait être régionale et non pas juste assumée par les gens de Berthier. Parce que le 420 000 représente, quand on l'a calculé, quelque chose aux alentours de 600 $ d'évaluation qui équivaut à une maison, mettons, de 380 000 et quasiment 200 $ de plus sur un compte de taxes. Donc, c'est sûr que dans le désir du conseil d'avoir conscience de dire de quelle façon est-ce qu'on peut gérer les dollars des citoyens, bien, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas rester sans rien faire, puis continuer de cumuler des déficits indéfiniment. Donc, oui, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des présentations qui ont été faites aux municipalités, je parle de 2023, 2023, on avait l'état des situations, de l'aréna à ce moment-là. On a eu des rencontres avec les municipalités environnantes en 2024. Il y a eu des propositions d'avoir soit d'être en régie ou d'être sous forme d'entente intermunicipale. C'est quoi qui bloque? C'est de savoir... Le manque d'intérêt. Mais quoi? Le manque d'intérêt des autres municipalités à... Oui, Ben, mais est-ce que vous allez pénaliser les jeunes avec ça? Oui, tu vois, c'est tout ça. Je veux dire, ça va dépendre. C'est comme extrême. C'est extrême comme solution. C'est pas de la vente dans le but qu'elle soit pas une aréna. Mais mettons, là, vous la vendez. Mettons, vous la vendez. Avez-vous des garanties comme quoi que les jeunes vont payer le même prix qu'ils payent là? Non, il n'y aura pas de garantie. Pas de garantie. La garantie, c'est qu'on peut mettre des conditions. Mais c'est quoi, sur quel paramètre que vous êtes fié? Avez-vous fait une étude économique? Avez-vous des comptables ou c'est juste entre vous autres que vous parlez? Non, c'est difficile de parler même par les chiffres qu'on a. Les chiffres, oui, mais qui vous dit les chiffres? C'est-tu un comptable? Les chiffres, Ou c'est juste vous autres? Présentement, les dépenses, les revenus sont calculés. Je vais juste vous dire, si vous voulez vous adresser, juste me parler à moi, qui est le président de l'Assemblée, Jean-François, tu veux-tu... Oui, mais présentement, les dépenses et les revenus sont calculés précis. Ce n'est pas des chiffres au hasard. On arrive avec un déficit de 400 000. Oui, mais... Si on vend l'aréna, le but, c'est qu'elle reste une aréna. Pour les citoyens de Berthierville, si on vend l'aréna et ça reste une aréna, ça va juste être gagnant. Premièrement, chaque citoyen paye des taxes sur l'aréna. Les taxes vont être redistribuées à travers, parce que l'aréna rendu au privé, là, lui, il ne gênera pas pour charger un prix fixe à Sainte-Geneviève. Il ne gênera pas pour charger plus cher à la Dorée, à la Velletrie. Eux autres, ils vont payer pour l'aréna. Tandis que les citoyens de Berthier, ils vont payer la juste valeur. Puis de notre côté,
On va continuer à aider les citoyens. On va continuer à aider pour que son inscription reste au même coût. Les autres autour, on ne peut rien garantir. Si les autres municipalités ne veulent pas aider, ben, ils ne veulent pas aider. Mais l'accessibilité, va-tu être juste pour les riches? Ben non, c'est comme les autres arénas. Le privé, son but, ça va être rentable. Ce ne sera pas juste aux riches. Ça va être ceux qui ont les moyens. Malheureusement, le hockey, c'est déjà pour les moyens riches. On le voit à Berthier, on est plus pauvres, puis on n'a pas de citoyens qui jouent. Ben, OK. moi, Ben, il y en a Pourquoi ça a marché pendant 50 ans? Parce qu'on là, ça marche plus? assumait les pertes. Pendant 50 ans, on assumait les pertes. Puis présentement, chacun, les citoyens de Berthier ne savent pas sur leur compte de taxes, on a 2 à 300 pièces. Moi, je paye peut-être 340 sur mon compte de taxes. Moi, j'ai des enfants qui jouent. Mais chaque citoyen, il y a plein de monde qui joue pas, puis chacun paye. Pourquoi les autres ne paieraient pas aussi autour? Les 5 dernières années, c'est équivaut à au-dessus de 1 500 000 de déficit. Ouais, mais... Oui, mais je veux dire, il y a 7-8 villages autour qui ont des enfants qui veulent jouer à l'aréna. Soyez-vous ensemble. Mais ils veulent pas s'asseoir. On veut être ensemble. C'est ça qu'on veut, ils veulent pas. On veut ensemble. On Là, veut vous que allez chaque- dire, c'est un autre sujet, là. Il va y avoir une nouvelle entente pour l'eau potable, là. Si vous entendez pas, allez-vous fermer le robinet. Non, ça, c'est pas. Ah, Ça, c'est différent. C'est pas la Ben, ça va brasser tout à l'heure, d'après moi, là. Parce que là, ça... Je pose Ben, une on va question. s'entendre. Monsieur Cheval, je pose une question. Si on avait 0 personne de Berthier qui joue au hockey, 0, s'il n'y en avait pas, est-ce qu'on serait obligé d'entraîner l'arène encore? Ben, il y en a tout le Il y en a- temps. Non, est-ce qu'on serait obligé? On paierait pareil 0 personne. Imaginez, là, à Berthier, il n'y a personne qui fait du patin, puis il n'y a personne qui joue au hockey. Est-ce que vous serez content de payer 300-400 pièces sur le tête pour 0? Il va toujours avoir des gens. Non, il va toujours avoir, mais s'il n'y en a pas, là, présentement, il y en a 17 on paye pour tout le monde. À 0, c'est concevable, 17 est-ce que c'est concevable encore? Ouais. C'est 17 des personnes. Parce que moi, j'y vais le samedi avec mes 3 petits-enfants. On est 5 à patiner. D'1 heure à 2h30, ça me coûte 0 $. Ouais, Je vais payer 200 piastres de taxes par année, moi, pour y aller patiner. ben, c'est ça qu'on veut, mais on veut que les autres aussi, on veut que les îles, sur leur compte de taxes, il y ait une partie, la marée une partie, puis ils n'en veulent pas Oui, sur mais le la compte de taxes. nouvelle mairesse à Saint-Ignace, il y en avez-vous parlé, là? Il y a des nouveaux qui sont arrivés, puis tout, là. Ben, il y a juste elle de nouvelles. Non, Je sais non, ça pas, moi, faut continuer. C'est extrême, là, de revendre l'aréna, Mais là. non, mais si l'aréna est vendue, ben, elle reste au privé, puis elle est encore fonctionnelle en tant qu'aréna, c'est quoi le Oui, désavantage pour Berthierville? Mais mettons qu'elle, tu dis, elle va être au privé. Mais mettons que vous vendez. Ouais. Allez-vous vous assurer que ça va rester une aréna? Oui, Ou ben oui, vous ben vendez oui, des ben filles? oui. Je vous l'ai La base. Je vous l'ai dit en plus qu'on va s'assurer d'avoir l'aréna. Parce que- Ça va juste être des avantages pour Berthier, c'est que tout le monde va payer sur le privé, ils ne seront pas gênés. Parce que L'école, ça pour va la être... construire, là, puis la mettre sur pied, les mecs, là, il y en a qui ont travaillé fort pour qu'on l'aille à Berthier. Ben, on est Là, vous d'accord. autres, vous allez flusher ça. Mais non, on va la garder, on va la garder. La vente, ça veut pas dire qu'on annule, qu'il n'y aura plus d'aréna. C'est pas ça que ça veut dire, mais pas du tout. Alors, C'est pas ça que ça veut dire. Puis là, il y a une autre question. Depuis le 1er décembre, ça a passé, y a-t-il eu des acheteurs qui se sont pointés? Ben, on n'a pas fait la procédure encore, j'ai tout dit ça. Il n'y a pas de procédure, on n'a pas de cours, on n'a Les pas rien. conditions sont pas faites. C'est une motion, j'ai tout dit que c'est une motion pour préparer ça. Il y a Parce que rien ça à faire. passe comme sous le radar, regardez le monde qui est ici par rapport à Ouais, ça. parce qu'il n'y a rien de fait. On a juste annoncé la motion comme quoi qu'on voulait la vendre. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas rien. On va en dire dans le public après. Là. Parce que je trouve ça ordinaire. Moi. Ben, vous travaillez plus fort pour les autres villes que les résidents de Berthier travaillent pour Berthier. Là. Tu peux aller. Il faut que la carrière. Le but, c'est que chacun paye sur son compte de taxes une petite partie pour l'aréna. Moi, je vais porter un commentaire. Vous avez parlé des Amis de la Chico et puis du journal Saint-Michicotte. Ben oui, en décembre, on a reçu la lettre de l'organisme des Amis de la Chico nous annonçant ça. Donc, on savait un peu que ça s'en venait, là, mais disons que on espère que cette pause-là ne soit pas trop longue, mais on comprend les personnes de vouloir prendre une pause, justement. C'est une pause, j'espère, qui va être bénéfique pour toute l'équipe de bénévoles, et puis que ça va aider pour le futur à se ressourcer, donner plus d'énergie aussi. Et puis, on en profite pour remercier tous les bénévoles qui sont impliqués de près ou de loin dans le journal Saint-Michicotte. Puis en particulier, Claude Vallière, disons que son temps, il ne l'a pas compté, son énergie, l'implication, disons qu'il donne beaucoup. Puis on espère que cette pause, ça va
comme je l'ai dit, recharger les batteries, mais peut-être faire penser à d'autres personnes d'être bénévoles pour aider un peu au journal Sam-Chicotte. Disons qu'on n'a jamais trop de bénévoles pour cet organisme-là, surtout le journal, que c'est beaucoup de temps. Donc, apporter du sang neuf pour aider le journal Sam-Chicotte, bien, ça ferait l'affaire à tout le monde. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. On espère que la pause ne sera pas trop longue. Puis, longue vie. Puis, merci à tous les bénévoles qui s'occupent du journal Sam-Chicotte. J'ai pas trop suivi le dossier Hydro-Québec. De votre côté, avez-vous eu des nouvelles ou... Non. Toujours présentement, on a... on va essayer de faire un récapitulatif, maintenant. On a rencontré avant les fêtes par Zoom l'Hydro-Québec avec Saint-Norbert, la MRC, Nathalie, oui, Saint-Gabriel. Et puis, il n'y avait rien de nouveau. Il n'y avait rien. On pensait peut-être avoir quelque chose, rien. Là, la date, c'est même pas en janvier. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date d'établie. Mais nous, on continue à taper sur le clou que notre option, c'est même pas une option pour Saint-Cuthbert. On a l'option Saint-Norbert, on s'en cache pas. On a l'appui de Zone Bayonne. Zone Bayonne, Masquinongé, c'est quoi? Agir-Masquinongé. Agir-Masquinongé. L'appui de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui dit que ça ne devrait pas passer chez nous. Parce que nous, on a notre pétition qui est en ligne, on a une pétition que certaines personnes ont en papier aussi. On invite la population à signer cette pétition-là. L'enjeu de ça, c'est pas juste le déboisement. Le déboisement, pour donner une idée, c'est quasiment 14 km 500 mètres de large ou 7 km 1 km de large de déboisement. Mais en plus, c'est on va dire comme ça, c'est des tragédies parce que ça va passer chez des citoyens. Mais le gros de notre dossier aussi, c'est ils vont faire un poste de transformation dans le secteur Saint-Edmond, dans le coin des Tours, et puis c'est dans le bassin versant de notre rivière Chicot. Si des fois il y a un problème X qui a un déversement, bien c'est où que ça va se déverser? C'est dans la rivière. Puis là, probablement ça n'arrivera jamais, mais si ça l'arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il y a zéro option si ça l'arrive. Fait que là, bien, nous autres, la pétition, c'est là-dessus que ça part. Et puis, on invite la population, encore une fois, à signer cette pétition-là pour nous appuyer là-dessus. On a encore quelques options. On se réunit justement la semaine prochaine. On se réunit quand même régulièrement pour faire des mises à jour là-dessus. Et puis, on verra la suite des choses. Mais on tape sur le clou. Là, le gros, là, c'est notre rivière Chicot qu'il faut préserver de toute dangerosité. Okay. Juste pour faire une petite mise à jour. En date d'aujourd'hui, il y a 450 personnes qui ont signé la pétition. La pétition elle est là depuis seulement 3 semaines. Ça veut dire que les gens sont interpellés et sont conscients du danger que ça peut apporter. Tu as eu un parcours assez, je ne dirais pas atypique, mais quand même un grand parcours depuis de nombreuses années en cuisine, en restauration. Oui. Tu as été longtemps à Sherbrooke, tu es revenu Oui. dans le coin de Montréal. Peux-tu nous parler de toi un petit peu? C'est quoi ton parcours en alimentation, en cuisine? Ben oui. Moi, j'ai commencé à cuisiner en 1993, OK? Fait que ça date pas d'hier, ça fait plus d'une trentaine d'années, 33 ans cette année. Moi, je suis un garçon qui vient de Laval. Fait que j'ai fait ma formation là-bas à l'école hôtelière. J'ai travaillé dans des grands restaurants un peu partout. J'ai fait une formation à l'ITHQ aussi, qui est l'école hôtelière montréalaise. J'ai fait une formation supérieure. J'ai travaillé en France. J'ai travaillé au Toqué quand j'étais encore en formation. Puis après ça, à un certain moment donné, je suis devenu chef dans un resto à Laval qui s'appelle Derrière les Fagots, qui est fermé aujourd'hui parce que la restauration, ça ouvre puis ça ferme. C'est un resto qui a tenu une dizaine d'années, qui était une table gastronomique. Parce que j'ai vraiment fait mes débuts comme chef. Par la suite, je me suis parti d'une entreprise de chef à domicile puis d'événements. Chose que je fais toujours, encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu un resto à Sherbrooke pendant un bon bout de temps. Un resto qui vient tout juste de fermer, que j'ai vendu il y a une dizaine d'années, qui a tenu pendant 18 ans, qui s'appelle Auguste. Oui. Qui s'appelait Auguste, malheureusement, qui a arrêté ses opérations en fin d'année dernière.
Moi, je suis de retour à Montréal depuis une dizaine d'années. J'ai un restaurant en ce moment qui s'appelle le Pan American Oui. Pizza. Je fais de la pan pizza. Fait que c'est un peu comme... c'est un style de pizza qui vient du Midwest américain. C'est un modèle où est-ce que c'est une petite salle à manger, on fait beaucoup de livraisons, c'est une bonne petite business, on fait de l'événement, on fait des corpos, on fait un paquet de trucs. Parallèlement à ça, je fais des médias, je fais beaucoup de radio, un petit peu de télé, j'ai édité un livre il y a une dizaine d'années aussi. Je suis impliqué dans plein d'affaires, dont le 28 jours. J'ai beaucoup de causes qui me tiennent à cœur. Fait que ça garde mon assiette bien pleine, puis ça fait qu'on se parle aujourd'hui. C'est très, très bien. En tout cas, félicitations pour tout ce parcours-là. Puis, donc, Merci. on va parler un petit peu de ton rapport avec l'alcool, si tu me permets. Tu sais, OK. la vision qu'on a, justement, tu sais, tu me parles de Pan Pizza, tu parles d'Auguste, des choses, bon, tu sais, souvent, la vision que nous, je ne veux pas dire les profanes, mais les, Les civils? les clients, les choses, on a l'impression que quand que le coup de feu est fait en cuisine, la soirée est terminée vers 10, 11 heures ou peut-être plus tard quand la cuisine ferme, tu sais, tout le monde se rassemble, puis tu sais, on a une image, tout le monde prend un verre de bière ou même en cuisinant, Ouais, ben une oui, ça petite arrive shot, souvent, ça. tu sais, ou une petite shot là, tu sais, de boisson pour s'encourager et tout et tout. Ça crée des habitudes, là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on idéalise ou c'est-tu vraiment ça ou c'est quelque Ben, chose qui était réel qu'on vivait? je pense que, tu sais, comme employé, admettons, c'est bien rare que j'ai bu sa job. OK. Je pense que ça se passe plus quand tu deviens un chef ou tu deviens un boss. OK. Et là, il n'y a plus vraiment quelqu'un qui est dans tes fesses en train de checker. Tu sais, je vous dirais que travailler sa brosse, c'est pas une bonne idée, puis ça fait pas une bonne job, puis c'est pas beau. Puis nous, on travaille on travaille dans l'excellence, on travaille dans un métier qui nécessite extrêmement de concentration. Fait que, tu sais, je vous dirais que la version romancée du monde qui vont faire de la poudre dans le frigidaire puis qui font des shooters en travaillant, ça marcherait pas. Ça, les gens se Ça marchera pas. blesseraient. OK. Ça tiendrait pas la route. Souvent, à la fin d'un shift, ou tu sais, si on repart un peu de l'organisation sociale de c'est quoi un restaurant, tu sais, comme la majorité des gens qui font du 9 à 5, puis qui sont dans une jeune vingtaine, puis qui n'ont pas de responsabilité, ben, ils finissent de travailler, ils vont sûrement faire un 5 à 7 avec leurs amis de temps en temps. Ouais. Ils vont aller prendre un petit verre, ils vont aller au resto, ils vont vivre leur vie, ils vont rentrer à la maison, ils vont cuisiner, ils vont boire un verre de vin. Tu sais, je pense que nous, ce qui arrive, c'est que ça se déplace de 6 heures, parce que nous, notre travail finit vers 10 heures, 11 heures le soir. Ouais, c'est ça. Il reste plus tant d'options que ça. Fait qu'à un moment donné, tu finis par aller dans un bar assez souvent. Ça devient ton lieu de rassemblement. Tu as un verre dans les mains. Est-ce que tout le monde est déchéant? Je pense pas. Moi, je vous dirais que depuis une dizaine d'années où j'ai arrêté de boire, dans mes organisations, les gens boivent pas trop. Peut-être que qui se ressemblent s'assemblent aussi, puis ça devient un peu un refuge pour les gens qui ont envie de prendre un petit break. J'ai beaucoup de gens qui sont abstinents autour de moi. Je vous dirais que j'ai pas la même patience aussi avec le monde qui travaille un peu pété ou le lendemain de veille. Ça me tente pas de voir ça. C'est Fait que ça. c'est sûr que moi, dans ma réalité, je le vois moins. Je vois que les clients boivent moins aussi. Peut-être que c'est le type d'opération que j'ai. J'ai plus un restaurant où est-ce qu'on fait de l'accord 20 mai, puis c'est plus des petites bières avec de la pizza, puis c'est des choses qui sont simples, mais je vous dirais que je vends pas mal plus de sans-alcool puis d'eau pétillante que du vin. Tu sais, j'ai des batchs de vin là, que j'ai de la difficulté à écouler en ce moment tellement que les gens ne boivent pas. Est-ce que Les mœurs changent. Tu sais, la vie évolue, puis je pense qu'on est rendu là. c'est ça. Toi, ta prise de conscience, c'était comme j'ai compris, c'est que tu avais moins de plaisir. Tu t'es aperçu que tu ne ressentais plus de plaisir vraiment à boire, là. C'était comme un automatisme. J'avais du fun à boire. C'est juste que je me ramassais, que des fois, je me rappelais plus de mes veilles. Je me ramassais que je buvais de moins en moins, mais que je me ramassais avec des petits blackouts, des trous de mémoire, de l'anxiété. Tu sais, des fois, tu te réveilles le lendemain et tu te fais, j'ai-tu fait un mauvais coup? J'ai-tu mal parlé à quelqu'un? Tu sais, tu passes ta journée à vouloir être crédible. Puis à un certain moment donné, là, tu es rendu au 5 à 7, tu as fait de la bonne business toute la journée, tu as travaillé avec des clients. Là, tu sors pour te détendre, puis tu deviens quelqu'un d'autre. Ben, ça, c'est pas bon pour une business, là, cette affaire-là. Tu as l'air fou. Fait qu'à un moment donné, moi, tout ça s'est mis à travailler. Puis quand je suis revenu, quand j'ai vendu Auguste, puis je suis revenu à Montréal, j'ai ouvert une nouvelle place. Puis mon amoureuse du temps, qui fait vraiment pas de la restauration, puis qui est encore ma blonde aujourd'hui depuis bientôt 13 ans, elle fait, ce serait le fun que tu ne boives pas trop dans ta nouvelle place. Je t'ai vu aller là, à Sherbrooke, là, c'était festif, là. Mais tu sais, là, on a un jeune bébé, ça ne me tente pas que tu rentres à 2 heures du matin tous les soirs. Puis j'ai un déclic, j'ai fait comme, ah, mais Christy, c'est vrai que c'est plus la même affaire, tu sais. Puis j'approchais, tu sais, j'étais rendu mi-trentaine. Le party devait être fini, là. Fait que j'ai fait, je vais prendre un petit break d'1 mois.
J'ai pris un petit break d'1 mois qui est devenu un 2 mois, puis qui est rendu à sa 10e année cette année. Fait que je l'ai enlevé de ma vie. Ça n'a pas été simple, mais cette prise de conscience-là, puis c'est un peu ce qu'on essaye de solliciter avec le 28 jours, c'est de faire comme, est-ce que je suis capable de fonctionner sans alcool? Est-ce que je peux voir mes amis sans alcool? Est-ce que je suis capable de socialiser sans alcool? Puis pour ma part, ben, c'était pas possible. Fait que ça m'a forcé de prendre un petit break, puis un petit break qui est très, 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 duquel je retire beaucoup de bénéfices aujourd'hui. Et c'est ça, mais là, 10 ans, la vision qu'on avait, ben, je ne vais pas dire qu'on avait de toi, mais quand tu disais à quelqu'un, quand tu as pris cette décision-là de ne plus consommer d'alcool, tu dois avoir eu à un moment donné une certaine, je te dirais, stigmatisation ou quelqu'un, hey, c'est quoi qui se passe? Tu sais, ça ne doit pas avoir été évident au commencement, là. Ben, ça n'a pas été le fun. Puis je te dirais que c'est facile de se détendre avec 2, 3 verres de vin blanc dans le corps, là, tu sais. Tu sais ce que ça fait, là, tu sais, c'est le fun. T'es avec tes amis, puis là, bah, ça va bien. Les langues se délient, les gens s'amusent, on sautille, on a du fun. C'est merveilleux d'être capable de boire. Tu sais, moi, un de mes grands regrets, c'est de ne plus être capable d'y retourner. Tu sais, on fait souvent l'analogie du concombre qui devient un cornichon puis qui ne peut pas redevenir un concombre. Ben, moi, je suis un cornichon, je ne suis pas capable d'y retourner. Moi, si je prends un verre de vin blanc là, on me retrouve sur la brosse pendant 3 jours. Fait que je me fais pas confiance, j'ai pas envie de ça. Puis je pense que mon implication, elle est dans le fait qu'il n'est pas trop tard pour la majorité des gens. On n'est pas obligé de se rendre là. C'est une habitude qui se contrôle. C'est le fun d'être capable de boire socialement. C'est un des grands privilèges, un des beaux plaisirs de la vie. Tu sais, moi, je m'ennuie beaucoup de la culture du vin et de la gastronomie en tant que telle. Puis si je suis capable, avec mon témoignage ou ma participation, d'entamer un déclic chez les gens, de dire « Hey, faites attention, là, parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus revenir. » Ben, je vais avoir fait ma job. Puis je trouve ça important. C'est ça. Donc, c'est une des motivations qui a fait que tu es devenu porte-parole. Est-ce que c'est eux autres qui sont venus te chercher ou c'est toi qui es allé et tu as dit, moi, je veux m'impliquer, je trouve que c'est rendu important ce point-là, là. Ben, moi, j'en parle ouvertement, sans structure. Là, tu sais, j'ai pas besoin du 28 jours pour parler de ça, puis les gens aiment ça en parler aussi. Puis souvent, les gens sont curieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à abuser ou à avoir un contrôle moyen. Ou, tu sais, ça va vite, là. Tu ouvres une bouteille de vin blanc un mardi pour cuisiner ton souper, puis à un moment donné, ben, la bouteille, t'en bois une par jour. Puis là, ben, tu finis de travailler, puis là, t'as hâte de rentrer chez vous pour prendre ton apéro, puis là, ben, tu cuisines avec ta blonde ou ton chum, puis là, tu prends une coupe de verre de vin, puis nanana, puis là, ça finit par être à tous les jours. Puis là, ça finit par un petit digestif après, puis là, tu te couches un peu fuzz le soir, puis là, first thing you know, tu vas dîner au restaurant, puis tu prends un autre verre, puis ça va vite. Puis c'est pas nécessairement du monde qui est déchéant, c'est juste que c'est des petites permissions qu'on se donne sans nécessairement prendre conscience parce que le vin est mis en marché pour que ce soit de l'hédonisme, du plaisir, de la culture, du raffinement. Mais à la fin de la journée, c'est aussi pire qu'un gars qui a une bouteille de Decaiper dans un sac en papier brun dans la rue, tu sais. T'as raison. C'est la même crise d'affaires, là, pardon mon français, là, mais il faut être capable de le reconnaître. Bonjour, vous avez sûrement vu un jeu avec les dés bizarres qui vont être derrière de moi. C'est Donjons & Dragons, ce jeu-là. C'est un jeu d'histoire où le maître du jeu va faire soit une quête, soit une histoire complète, peu importe, mais que tous les résultats sont décidés par des jeux de dés. Donc, tout est aléatoire, mais aussi, les joueurs ne connaissent pas l'histoire avant. Il peut y avoir des indices pour savoir un peu à quoi ça ressemble, mais normalement, c'est un peu comme une pièce de théâtre improvisée, concrètement. Il y a 2 types de personnes pour jouer à ce jeu-là. Il y a le maître du jeu, qui est souvent moi ici. C'est lui qui dicte l'environnement, les règles, et c'est aussi le compteur. C'est aussi, dans l'univers d'un film, l'IDM peut être un peu comme un auteur ou le réalisateur d'un film, concrètement, pour une partie de D&D. Il doit connaître à peu près toutes les règles et il gère le scénario. C'est à lui d'appliquer les règles comme bon lui semble. Après, il y a les joueurs. Chaque joueur incarne un héros unique qu'ils ont créé. Ça peut être un guerrier, un mage, un voleur, peu importe. Ici, j'ai 2 brutes au corps à corps. Leur rôle est simple. Ils décrivent ce que leur personnage essaie de faire. Je pourrais dire, j'essaie de parler au tavernier, ou je frappe le gobelin, ou je lance les... Puis,
Ou mettons, ça peut être... j'essaie de deviner c'est quoi ça fait cet objet magique-là, ou peu importe. Et il lance le dé pour savoir s'il réussit ou échoue. Plus c'est de faire une action compliquée, plus moi, en tant que maître de jeu, je vais leur demander de faire un jet plus haut. Comment ça marche? Il y a le dé 20, qui est le dé à 20 faces. C'est... Les actions se résument en ces étapes-là. Le joueur dit, je vais faire, mettons, je vais sauter par-dessus une crevasse. Il lance le dé à 20 faces. Il y a, une chance il y a des bonus dans son personnage, peu importe, là ça va être sa force, vu qu'il essaie de sauter. Après, il essaie avec les résultats, on voit si ça dépasse ou c'est en dessous de ce que moi, le maître jeu, a décidé que ça prendrait. Puis après, on fait l'effet, échoue, réussite, très haute, réussite très faible. Ça mélange la talent du personnage que vous allez créer et la chance. Un petit mot sur les extrêmes du D20. Si vous faites un 20, c'est une réussite critique à tous les coups. Ça va avoir une réussite, mais plus qu'une réussite. Ça va avoir des effets de plus. Ça se peut que si c'est une attaque, les dégâts vont être doublés. Bref, vous avez le coup de chance. L'inverse, le 1, ou on appelle le Nat 1, c'est totalement l'inverse. C'est un échec embarrassant, c'est tout échoue, ou je donne souvent ce que j'aime faire dans les jeux d'information, c'est je donne une information vraie et une information fausse dans les jeux d'information, donc ils savent pas du tout où aller. C'est un échec. Je vais faire un petit aparté sur les qualités clés. Comment on sait si le jeu sait si mon guerrier est fort, ou mon mage est intelligent, ou mon voleur est discret? Chaque personnage a 6 qualités de base. Il y a la force, concrètement les muscles, pas plus compliqué que ça. La dextérité, c'est l'agilité, la discrétion, le doigté, bref, la stat des voleurs, concrètement. La constitution, c'est votre santé et vos points de vie. L'intelligence, c'est tout ce que vous pouvez apprendre dans une école ou ce que vous sachez parce que vous avez étudié. La sagesse, c'est tout ce qui est intuition, le gros bon sens, qu'on pourrait dire aussi. Et les 5 sens. La vue, l'odorat et compagnie. Et le charisme, c'est le social, savoir comment parler, la persuasion, l'art de convaincre. Et aussi les arts. Quand vous essayez de faire un jet, si vous imaginez une grande intelligence, il y aura un gros bonus pour donner d'un bout d'histoire d'un lancement d'un sort. Si un guerrier, mettons une grande force, il va avoir un gros bonus pour péter une porte ou écraser la tête d'un gobelin. Chaque personnage a des skills ou talents qui peuvent avoir différents niveaux de maîtrise. Mais il y en a à peu près 15, donc je ne vais pas les expliquer tout de suite. Je vous ai parlé surtout du D20, le dé à 20 faces, mais il y a d'autres dés. Les petits dés, les D4, D6, D8, D10, D12, c'est principalement les dés de dégâts, concrètement. Ils peuvent servir à faire les points de vie selon votre classe, mais 95% du temps, c'est pour faire les dégâts. Selon votre sort, votre arme et autres trucs. Les 2 dés à 10 faces, soit ce qu'on appelle le D100, ou des fois, ça peut être une espèce de balle de tennis, concrètement, le D100. Pas très utile vu que ça roule, mais en tout cas. C'est souvent pour les effets aléatoires, comme ce qu'on appelle principalement la Wild Magic, magie sauvage. Bref, c'est des effets tout aléatoires. Sinon, ça peut être utilisé pour faire des jets pour le maître du jeu, mais les joueurs n'y touchent quasiment jamais. À part pour une classe, mais encore là, quasiment jamais. Ben là, oui. Nous autres, à cette herbier, on utilise beaucoup plus de matériel que nécessaire. Parce qu'on doit enregistrer, on doit faire des maps, peu importe. Le jeu peut se faire tout simplement avec un cellulaire, avec des dés électroniques, ou juste avec des dés puis votre imagination. Il n'y a pas besoin d'avoir 14 ordi, 2 caméras et... Le jeu, c'est pas de... Il y a pas vraiment de gagnant à Donjons Dragons. Le but, c'est juste d'avoir du plaisir en jouant en groupe. Si on échoue, c'est pas grave, ça va être drôle. Si vous réussissez critiquement, c'est pas grave. Ça va être drôle pour vous et pas pour le maître du jeu. Mais bref. Donjons Dragons, considérez que c'est un jeu très le fun, puis que c'est un jeu plutôt relax à jouer en amis ou en famille.